Avec la deuxième vague d'infection à la COVID-19 qui semble s'installer un peu partout sur la planète, on est à même de constater qu'une des façons dont on se sortira de cette crise-là, ce sera par l'arrivée d'un vaccin sécuritaire et d'un vaccin surtout efficace. Donc, c'est ce dont je veux parler avec vous aujourd'hui. Donc, je veux expliquer quels sont les principaux vaccins en développement, lesquels sont les plus prometteurs, puis lesquels sont les plus avancés aussi. Parce qu'on s'entend qu'un vaccin, normalement, ça peut prendre de 10 à 20 ans avant de le développer. Et là, on est dans une course contre la montre euh, très rapide. On veut développer un vaccin, on veut toute évidence sauver des vies, puis on ne se le cachera pas, il y a des compagnies qui vont sûrement faire un peu d'argent avec ça, mais bon, okay, si on peut sauver des vies puis sortir de la crise, je pense que j'ai rien contre le fait que des compagnies pharmaceutiques fassent un peu de profit. Mais il faut comprendre que là, on veut le développer rapidement, ce vaccin-là. Okay? Et ça va être rendu possible par divers facteurs que je vais expliquer. Donc, je vais parler des principaux vaccins, mais je veux commencer en expliquant les différentes étapes du développement d'un vaccin. Donc, au départ, ce qu'il faut faire, c'est comprendre et connaître le pathogène et la maladie qui est causée. Donc, dans ce cas-ci, le coronavirus, le SARS-CoV-2, est un virus relativement nouveau. Donc, rapidement, quand on a eu les premiers cas en Chine, donc on a dû identifier la source du problème, donc trouver l'origine. Donc, dans ce cas-ci, c'était un virus. On l'a caractérisé, on a séquencé son génome, donc son information génétique. Dans ce cas-ci, c'est un génome d'ARN. Puis, heureusement, le gouvernement chinois et les autorités de santé du pays ont partagé cette information-là avec tous les pays. Donc, tous les pays ayant accès maintenant à cette information-là ont pu, dès qu'ils l'ont reçue, commencer à travailler au développement soit de vaccins ou de traitements contre ce virus-là. Ensuite, on va faire des études précliniques pour le développement du vaccin. Donc, il faut déterminer quelle technologie, quel type de vaccin on veut produire. Parce qu'il existe des vaccins que l'on dit atténués, donc dans lesquels le micro-organisme est juste affaibli. Donc, on vous injecte le virus entier ou la bactérie entière. Puis, comme elle est affaiblie, donc elle ne vous rendra pas malade. Il y a des vaccins inactivés. Donc, dans ce cas-ci, on vous injecte le micro-organisme mort. Donc, encore une fois, il est entier, mais il est complètement inactivé, il ne peut pas se reproduire. Puis, les technologies recombinantes, je vais en parler dans quelques instants. Puis, il y a les nouveaux vaccins aussi à ARN ou à ADN. Donc, il y a plein de technologies qui sont possibles. Puis, les nouvelles technologies sont un des facteurs qui explique pourquoi on peut aller un petit peu plus vite dans le développement d'un vaccin, parce que la technologie, par exemple, avec un génome d'ARN ou d'ADN, donc quand on injecte un vaccin de ce type-là, on n'a pas besoin de reproduire le virus ou la bactérie in vitro ou dans un modèle animal. Donc, on accélère le processus, ça se fait en biologie moléculaire, puis c'est plus rapide. Ensuite, dans les études précliniques, donc on va choisir les dosages. Donc, est-ce qu'on fait une, deux doses? On va choisir aussi les adjuvants. Un adjuvant, c'est une substance qu'on ajoute au vaccin pour en augmenter l'efficacité. Il y a différents types d'adjuvants. Chacune des compagnies, souvent, va avoir son propre adjuvant. Il faut s'assurer de la sécurité de cet adjuvant-là aussi. Donc, il n'y a pas juste le virus ou la bactérie dans le vaccin dont on doit se préoccuper, mais l'adjuvant aussi. On ne veut pas provoquer chez le patient une réaction immunitaire exagérée. Ensuite, dans les études précliniques, on va voir quels seront nos modèles, parce qu'on va vouloir tester le vaccin. Donc, souvent, ce seront des modèles animaux. Ça peut être des souris, ça peut être des chimpanzés. Je sais que ce n'est pas un sujet le fun à discuter. Moi aussi, je préférais que l'on n'utilise pas d'animaux de laboratoire, mais à défaut de trouver de meilleures solutions, et dans l'optique que l'on veut sauver des vies humaines, c'est souvent le choix difficile qui est fait. Ensuite, pour la phase 1, ce qu'on va faire, les compagnies vont faire appel à 10 à 100 volontaires sains, donc des personnes saines en santé, qui vont recevoir le vaccin. Donc, cette première étape-là, sur un groupe restreint de personnes, on va tester l'immunogénicité et l'innocuité des doses du vaccin. Immunogénicité, ce que ça veut dire, c'est est-ce que le vaccin provoque une réponse immunitaire chez le patient? Parce que si on vous injecte quelque chose et que ça ne provoque aucun changement, aucune réponse cellulaire, aucune production d'anticorps, eh bien, on perd notre temps. Donc, on veut vérifier ça. Puis, l'innocuité, c'est la sécurité. Est-ce qu'après l'injection, la personne a, par exemple, une nécrose au site d'injection?
Est-ce que ça provoque des problèmes, des maux de tête, des nausées? Donc, on veut s'assurer de cela. Donc, ça, c'est la phase 1. C'est sur un petit groupe de personnes, puis ce sont des personnes saines. Quand tout va bien en phase 1, on passe à la suivante. Donc, on augmente le groupe de volontaires, donc entre 50 et 500 volontaires cette fois. Encore une fois, ce sont des personnes saines. Qu'est-ce qu'on vérifie par cette phase 2-là? Donc, on vérifie encore l'immunogénicité et l'innocuité des doses, mais aussi on va déterminer un calendrier des doses. Donc, est-ce que c'est seulement une dose, 2 doses? Est-ce que les 2 doses vont être séparées de 2 semaines, 1 mois, 2 mois? Donc, c'est ce genre d'informations-là qu'on veut aller chercher. Et à chacune des doses, on va mesurer la réponse immunitaire. Donc, on peut, par une prise de sang, par exemple, déterminer la quantité d'anticorps qui est produite et libérée dans le sang. On peut aussi vérifier l'augmentation du nombre de certaines cellules immunitaires, par exemple les lymphocytes T. Donc, on veut vérifier tout ça. Ça, c'est la phase 2. Pour la phase 3, donc là, on y va plus large. On va aller tester plusieurs milliers de personnes, plusieurs milliers de volontaires dans la population ciblée. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va essayer de viser tout le monde. Donc, différents groupes d'âge, des hommes, des femmes. Donc, on veut, dans le fond, que ce soit un petit peu plus près de la réalité d'un éventuel vaccin. Okay? Donc, dans les premières phases, les phases 1 et 2, on prenait des personnes saines, en santé, donc on leur administrait le vaccin, mais quand on va donner le vaccin à la population générale, ce n'est pas tout le monde qui va être en parfaite forme, ce n'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes conditions de santé. Donc là, on veut essayer de toucher tout le monde. La plupart des vaccins dont je vais parler aujourd'hui sont en phase 3. Donc, ce sont des vaccins qui sont assez avancés au niveau du développement et ce sont des vaccins qui sont prometteurs. Une fois que ça se sera complété, donc d'ici quelques semaines, quelques mois, pour les vaccins dont je parlerai dans quelques instants, on doit ensuite passer par l'homologation par un organisme régulateur. Donc, par exemple, au Canada, c'est Santé Canada qui va gérer le tout. Aux États-Unis, c'est la FDA, la Food and Drug Administration. Puis en Europe, c'est European Medicines Agency, qui va gérer le tout. Donc, faut pas... J'ai vu et entendu plein de commentaires sur les vaccins. Par exemple, quand on parlait du vaccin russe, du vaccin chinois, les gens avaient peur qu'on se fasse injecter n'importe quoi. Il faut comprendre qu'au Québec, au Canada, ce que l'on va vous injecter aura été testé, homologué par Santé Canada. On ne va pas faire venir des vaccins de Russie ou de Chine, on va leur faire confiance, puis on va vous injecter ça sans problème. Tout doit être homologué par l'instance au Canada, donc dans ce cas-ci, Santé Canada. Une fois que c'est fait, eh bien là, les compagnies pourront produire de grandes quantités de vaccins. Donc, on parle de millions de doses. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On s'entend là-dessus, ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis là, je n'inclus même pas là-dedans la distribution par la suite dans les divers pays. Ça, c'est plus compliqué. Mais dès qu'on a terminé la phase 3 et que le vaccin a été homologué, on peut commencer à en produire de grandes quantités. Puis par la suite, la phase 4, eh bien, la phase 4, ce sont des études post-commercialisation. Donc, c'est une fois que le vaccin a été administré à une large partie de la population, puis idéalement, pour qu'un vaccin soit efficace, on devrait cibler 95% de la population qui sera vaccinée. Ça peut être difficile, il y a de la réticence, il y a de la crainte face au vaccin, mais si on veut protéger les gens qui ne peuvent pas recevoir le vaccin, parce que des gens qui ont un système immunitaire déficient, qui ne peuvent pas lutter contre l'infection, et ils ne peuvent pas développer une immunité suite à l'administration d'un vaccin, donc ces personnes-là, il faut les protéger. Et pour protéger les gens qui ne peuvent pas recevoir de vaccin, mais il faut que tous les autres se fassent vacciner. D'accord? Donc, les études de phase 4, c'est les données que l'on recueille dans les semaines, les mois, les années qui vont suivre l'administration du vaccin pour en faire un suivi. Le premier vaccin dont je veux parler, c'est le vaccin de Moderna et du NIH aux États-Unis. Celui-là est intéressant. C'est un vaccin à base d'ARN messager. Donc, l'ARN messager, c'est une forme d'information génétique. Le virus, le coronavirus, qui est la cause de la COVID, a un génome d'ARN. Et là, ce qu'on veut faire, c'est, je vais vous montrer un petit peu. Donc, on a le virus ici. Donc, vous avez l'intérieur du virus, l'espèce de petit ressort qui est là, c'est le génome d'ARN. Vous avez les protéines de surface du virus, et ce sont ces protéines-là contre lesquelles on veut produire un vaccin. Ce qu'on appelle la protéine Spike S. C'est une protéine importante pour le virus, donc si on
peut neutraliser cette protéine-là, le virus pourrait ne plus être apte à nous infecter, donc on pourrait l'éliminer plus facilement par la suite. Donc, le vaccin que Moderna veut développer, c'est un vaccin donc à base d'ARN messager. Donc, l'intérêt de ça, okay, c'est que contrairement à certains vaccins où on va utiliser un virus inactivé ou affaibli, on n'a pas besoin de produire du virus. Tout ce que l'on fait, c'est produire le génome viral. Et on n'a pas besoin d'un virus en entier pour le faire. On peut le faire en biologie moléculaire. Donc ça serait parfait, ça serait plus rapide. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez le génome ici, on va prendre l'information génétique qui est présente dans le génome viral, mais l'information génétique qui code pour la petite protéine d'intérêt. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bout du génome, le bout d'ARN qui nous intéresse, et on le place dans une bulle de lipides, okay, qu'on appelle un LPN, comme une espèce de petit liposome, donc c'est une espèce de petite bulle de lipides dans laquelle on place le génome, ou du moins une section du génome viral. On vous injecte le tout, et cette petite bulle de lipides-là va venir fusionner avec vos membranes cellulaires, parce que nos membranes cellulaires sont faites de lipides aussi. Et là, quand je parle de lipides, ce sont des gras. Donc, si vous voulez une image, là, imaginez deux bulles de savon qui flottent à la surface de l'eau. Puis quand les deux bulles de savon se rencontrent, ben, elles fusionnent. Donc, c'est ce qui pourrait arriver ici. Donc, ma petite bulle qui est là, donc mon LPN, est fait de lipides. Il va fusionner avec les membranes de vos cellules, donc une fois que vous l'aurez reçu par injection, et le génome viral va entrer dans votre cellule et va être reconnu par la machinerie de vos cellules à vous. Donc ça, c'est intéressant aussi. Dans le cas d'un vaccin comme celui-là, on ne vous injecte pas le virus en entier, on ne vous injecte pas des morceaux du virus, on vous injecte une partie de son génome et c'est vous, ce sont vos cellules, okay, à partir de vos ribosomes qui vont lire le message génétique du virus, donc dans ce cas-ci, l'ARN messager, et vos cellules vont produire les protéines. Donc la protéine en bleu que vous voyez à droite, c'est une protéine qu'on retrouve normalement sur le virus, mais là, c'est vous qui les produisez. Vos cellules les relâchent dans le sang et vos cellules immunitaires vont les reconnaître, vont les détecter et vont développer une réponse immunitaire contre ces protéines-là. Éventuellement, si vous êtes infecté par le vrai virus, vos cellules immunitaires qui ont été stimulées par le vaccin vont à ce moment-là répondre plus rapidement et plus fortement contre le vrai virus et vous allez neutraliser le virus avant qu'il ne vous rende malade. Donc ça, c'est quand même génial comme système. Mais, je l'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se disaient « Oh my God, on va devenir des mutants, on va devenir génétiquement modifiés. » Ce n'est pas le cas. Dans le cas du vaccin dont on parle ici, ce qu'on vous injecte, c'est de l'ARN messager. Ces molécules-là, d'ARN messager, sont instables. Elles vont survivre dans vos cellules quelques heures, peut-être quelques journées au maximum, puis vont être naturellement détruites. Vous-même, dans vos cellules, vous produisez des ARN messagers à tous les jours. Donc, ARN messagers, dans le fond, ce sont des molécules génétiques que vous produisez dans le but de produire vos protéines à vous. Ces molécules-là sont détruites rapidement. Donc, ça va être le même cas pour l'ARN messager viral que l'on vous injecte. Il va finir par être détruit naturellement par vos cellules. Donc, vous ne deviendrez pas des mutants, vous ne serez pas génétiquement modifié. Et même à ce sujet-là, moi, je suis génétiquement modifié. Si vous avez déjà eu la varicelle, l'herpès labial, le fameux feu sauvage, vous êtes génétiquement modifié. Pourquoi? Parce que ces virus-là, lorsqu'ils vous infectent, ils insèrent leur génome, donc leur génome d'ADN dans ce cas-ci, dans votre ADN à vous. Donc moi, présentement, puisque j'ai eu la varicelle et j'ai déjà eu des feux sauvages, le virus, ou du moins les génomes viraux, sont encore présents dans mes cellules. Puis de temps en temps, ben, ils peuvent se réactiver. D'ailleurs, la varicelle, si le virus se réactive éventuellement dans mon corps, ça pourrait provoquer le zona. Donc le zona, c'est le même virus que celui de la varicelle. Varicelle que moi, par exemple, j'ai contracté quand j'étais au primaire, mais le zona pourrait se réactiver plus tard dans ma vie, donc peut-être à partir de 50-60 ans, j'espère jamais. Mais ce virus-là, présentement, il est inséré, ou il a inséré son génome dans des cellules de mon système nerveux. Donc, je suis génétiquement modifié, donc il ne faut pas s'en faire avec ça. Okay? J'ai eu la varicelle, je suis génétiquement modifié, ça ne fait pas de moi un mutant pour autant. Donc, il ne faut pas s'en faire là, avec les génomes d'ARN viraux de type ARN, comme celui-là,
il n'y a pas de danger pour votre santé. Vous ne serez pas un OGM. Ensuite, un autre vaccin, celui d'AstraZeneca et de l'Université d'Oxford. Donc, je vais vous épargner le nom du vaccin, qui est quand même assez compliqué. On va l'appeler l'AZD 1222. Donc, dans ce cas-ci, ce que l'on a fait, c'est que l'on a pris un adénovirus, donc une autre famille de virus, qui est inoffensif, et on l'a modifié pour qu'il possède de l'information génétique provenant du virus causant la COVID-19. Donc, ce qu'on va faire, on va vous injecter ce virus-là, qui lui-même est génétiquement modifié. Il va infecter vos cellules, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce virus-là ne pourra pas se multiplier. Donc, c'est comme si, là, je vais vulgariser le tout, mais c'est comme si le virus était stérile, donc ne pouvait pas se reproduire. Donc, lorsqu'il vous infecte, ça s'arrête là. Par contre, son génome va vous être transmis, et encore une fois, c'est vous qui allez produire des protéines virales qui vont vous protéger contre le coronavirus par la suite. Ce vaccin-là, très prometteur, après une seule dose, plus de 90% des personnes vaccinées avaient une protection contre la COVID-19 et après 2 doses, on avait 100% de protection. Donc ça, c'est des chiffres qui me plaisent beaucoup. Par contre, le 8 septembre dernier, le 8 septembre 2020, les recherches ont été stoppées parce qu'il y a eu une personne qui a eu une réaction anormale. Une semaine plus tard, on a repris les études parce qu'on a compris que la personne qui avait eu un problème, ce problème-là n'était pas nécessairement lié au vaccin lui-même. Donc, on peut poursuivre les études à ce moment-là. Donc, on a eu une petite frousse parce que c'était un vaccin qui était très prometteur. En arrêtant les recherches, on aurait pu littéralement perdre ce vaccin-là. Ça aurait été pour les bonnes raisons. Je veux dire, si un vaccin cause des problèmes majeurs, on ne veut pas injecter ça à une grande partie de la population. Donc, il faut faire confiance, encore une fois, aux compagnies, aux ordres de régulation et d'homologation qui ne laisseront pas passer n'importe quel vaccin juste pour le plaisir de satisfaire la population puis de dire, OK, on a fait un vaccin, vite, vite, on vous injecte ça. Il ne faut pas non plus écouter les discours de Donald Trump là, qui veut précipiter l'utilisation d'un vaccin. Dans le fond, dans son but à lui, c'est peut-être juste de gagner l'élection, de gagner des points. Mais peu importe, je ne veux pas rentrer dans la politique. Mais il faut faire confiance aux organismes d'homologation qui ne vont pas laisser passer n'importe quoi. Juste vous montrer une petite image qui explique comment le vaccin est développé. Donc, à droite, on a le virus qui cause la COVID-19. Ce que l'on fait, on prend un bout génétique, donc un bout d'ARN du virus. On va l'insérer dans un virus de type adénovirus. Donc, à gauche, vous avez le virus adénovirus qui est modifié, donc qui est rendu, comme je l'ai dit, incapable de se multiplier. Donc, puis oui, si vous avez lu la petite image, c'est un adénovirus qui provient du chimpanzé. Pourquoi? Parce que ce virus-là a aussi la capacité d'infecter nos cellules. Donc, on est près au niveau évolutif du singe. Si ce virus-là peut infecter le singe, il peut nous infecter nous. Mais dans ce cas-ci, on a rendu l'adénovirus incapable de se reproduire. Donc, lorsqu'il va entrer dans vos cellules, il ne va pas causer de problème majeur. Donc, ce qui va arriver, on modifie ce virus-là avec le génome du coronavirus qui cause la COVID-19. On vous injecte le tout. Votre corps va exprimer, donc va produire et exprimer les protéines virales du SARS-CoV-2. Et votre système immunitaire va développer des anticorps, des cellules T contre ces protéines-là. Et par la suite, si le vrai virus vous infecte, vous serez immunisé, vous serez protégé. Donc ça, c'est un vaccin très, très, très prometteur. Il y a le fameux vaccin russe, le Sputnik V. Celui-là a soulevé beaucoup de questions parce que Vladimir Poutine a été un des premiers dirigeants de la planète à dire que son pays avait produit avec succès un vaccin efficace contre le coronavirus. Pour l'instant, il y a encore plein de points d'interrogation, mais ça semble bien fonctionner quand même. Mais il y aura plusieurs étapes avant que ce vaccin-là soit distribué à grande échelle à travers la planète. Mais pour l'instant, par exemple, on fait des tests en phase 3 au Brésil sur de larges groupes de population, puis on semble avoir des résultats quand même intéressants. Donc, il ne faut pas l'écarter tout de suite. C'est un vaccin qui pourrait, si on en prouve l'efficacité, qui pourrait être intéressant. Donc, dans ce cas-ci, on parle aussi d'adénovirus qui ont été modifiés, mais ce sont 2 adénovirus différents
qui expriment des protéines différentes. Donc, c'est comme si on voulait attaquer le coronavirus causant la COVID-19 sur deux fronts. Donc, on n'attaque pas juste la protéine Spike S, mais on va attaquer d'autres protéines aussi. Donc, on va augmenter la diversité des cellules immunitaires qui pourraient reconnaître le virus. Il y a aussi le vaccin Sinovac, qui est un vaccin développé en Chine. Donc, on l'appelle le Coronavac dans ce cas-ci. Et les Chinois ou les scientifiques chinois, eux, ont opté pour un virus inactivé. Donc, ils vont produire le virus en grande quantité en laboratoire, donc que ce soit dans un modèle animal ou dans un modèle cellulaire in vitro. Ce vaccin-là pourrait très, très bien fonctionner. La seule problématique, c'est que le développement d'un vaccin comme celui-là, ça va être plus long. Et pour le produire à grande échelle, ce serait très long aussi parce qu'il faut laisser le temps au virus de se multiplier dans le modèle animal, dans le modèle cellulaire. Donc, c'est un processus qui est un petit peu plus long. Mais si ça fonctionne, on pourrait attendre quelques mois de plus pour avoir quelque chose d'efficace. Puis les autres vaccins en développement qui sont intéressants, ce sont des vaccins, à part celui cubain, là, mais les 4 autres sont des vaccins qui sont, dans le fond, étudiés par le gouvernement canadien, par Santé Canada. Donc, on les suit de près, puis on a investi dans ces compagnies-là pour recevoir des doses si le vaccin finit par être produit en grande quantité, puis homologué aussi. Donc, on a le vaccin de VBI. Puis VBI, dans le fond, produisent ou essaient de produire 2 vaccins. Un vaccin que l'on va dire trivalent. Ce que ça veut dire, un vaccin trivalent, c'est qu'il va contenir 3 souches virales. Donc, on vous injecte un vaccin, vous êtes protégé contre 3 virus. Ces 3 virus-là, ce serait le SARS-CoV-2, donc celui qui cause la COVID-19. Le SARS-CoV, qui lui causait le syndrome respiratoire aigu sévère, ce qu'on appelait le SRAS. Au début des années 2000, on avait eu des cas au Canada, donc on serait protégé contre ce virus-là aussi. Et contre le MERS-CoV, qui est le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Donc, c'est un virus de la même famille des coronavirus, mais ce virus-là avait un taux de mortalité beaucoup plus élevé. Donc, on l'a échappé belle. Okay? Ce virus-là a sévi surtout dans les pays du Moyen-Orient, d'où le nom. C'est un virus qui était transmis par les dromadaires. Donc, les dromadaires sont un petit peu moins communs au Québec. Donc, on a eu moins de cas. En fait, on n'a pas eu de cas du tout. Mais ce virus-là, ayant un taux de mortalité très élevé, ça a été une bonne chose qu'il ne se propage pas comme le fait présentement le virus de la COVID-19. Donc, vaccin trivalent. Puis, on a aussi un autre vaccin qui est monovalent qui nous protégerait seulement contre le virus causant la COVID-19, mais somme toute, c'est celui qui affecte une plus large portion de la population. Donc, on doit miser au moins sur un des deux. On a aussi Novavax, okay, qui lui a produit un vaccin recombinant. Donc, on a modifié des virus okay, avec l'ADN du virus causant la COVID-19. Novavax utilise aussi un adjuvant qu'il possède. Donc, la combinaison des deux ferait en sorte que la réponse immunitaire serait plus forte. On a celui de Johnson & Johnson et Janssen, okay, qui est aussi un adénovirus modifié génétiquement. Celui-là serait efficace seulement avec une seule dose. Il faut comprendre okay, que si un vaccin demande 2-3 doses, bien, ça augmente la complexité de l'administration. Puis ça prend plus de doses. Donc, ça prend plus de temps, c'est plus difficile à produire puis à distribuer. Tandis que si on peut avoir un vaccin qui fonctionne avec une seule dose, eh bien, c'est plus rapide. La distribution va être plus facile parce que si vous produisez 1 million de doses, bien, vous pouvez les distribuer un peu partout, puis vous allez avoir 1 million de patients qui seront immunisés. Tandis que si ça prend 2-3 doses, bien, votre million de vaccins va permettre seulement d'immuniser peut-être 500 000 ou 333 000 patients. Donc, une seule dose, ça va être un avantage significatif. Puis, Sanofi GSK, GSK c'est GlaxoSmithKline. Donc, eux ont fait une espèce de coopération. Sanofi possède la technologie pour produire des vaccins. D'ailleurs, la technologie qu'ils utilisent pour développer le vaccin contre la COVID-19, c'est une technologie qu'ils utilisent déjà pour développer les vaccins contre la grippe saisonnière. Donc, eux, ils ont l'expertise pour le développement de ces vaccins-là. Puis, GSK, eux, fournissent un adjuvant qui est très performant. Puis, un petit dernier, j'en glisse un mot, okay, qui est un vaccin cubain. Les scientifiques, la médecine à Cuba sont très, très, très efficaces. Ce sont des gens extrêmement brillants. Donc, c'est pas surprenant qu'il soit un des groupes là, qui ait développé un vaccin prometteur. Donc, c'est le premier vaccin, en fait,
sont d'origine latine qui est développé. Donc, c'est peut-être un vaccin à surveiller. Probablement qu'il serait plus utilisé justement en Amérique latine, donc Amérique du Nord, si on parle du Mexique, central et du Sud. Mais somme toute, chapeau à ces chercheurs-là là, qui font de l'excellent boulot. Donc voilà, j'espère que vous avez appris un truc ou deux sur le développement des vaccins. Ayons espoir, ayons confiance en nos scientifiques qui mettront sur le marché éventuellement des vaccins qui nous protégeront contre la COVID-19 et on pourra reprendre une vie somme toute normale, je l'espère bientôt. Je ne dirais pas très bientôt, mais je l'espère bientôt. Bonne journée.